soir, pour la 16e édition du Mashup, nous sommes ravis de vous recevoir autour du thème « Être salarié fait-il toujours rêver ?» Digitalisation, ubérisation, automatisation, le salariat du XXe siècle tel que nous connaissons actuellement a bien du souci à se faire. En France, 34% des actifs sont freelance et 90% le sont par choix. Besoin de liberté, d'autonomie, nous sommes de plus en plus à vouloir donner du sens à notre activité professionnelle. Cela représente également de nouveaux challenges du côté des entreprises. Essayons ce soir de comprendre cette évolution, découvrons ensemble l'évolution du salariat grâce à des acteurs de l'écosystème. Donc pour démarrer, je vais inviter Inde de WeMind. Je m'appelle Adrien Moncoudiol, je suis freelance en stratégie de croissance pour Startup et j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Mangrove qui rassemble des freelances autour du monde pour bosser ensemble sur des projets, organiser des formations et partir en retraite. J'ai failli avoir un accident grave de Villers à Paris et là je me suis dit ok, il faut quand même que j'ai une sécurité en cas de problème. Parce que je suis chez WeMind, ça m'assure une garantie de revenus. Ça veut dire que si jamais un jour il m'arrive un accident grave et que je ne peux plus travailler, j'ai l'assurance d'être payé le même salaire qu'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Laure Marchal, je suis consultante en éditorial, en freelance. On est parents de 2 enfants, on a une famille, évidemment on veut la protéger et grâce à WeMind, on a su trouver un produit vraiment adapté à notre situation tout en gardant la protection optimale de notre famille. On échange avec eux par email, on a une réponse dans les 5 minutes, on signe avec la signature électronique, c'est vraiment adapté à nos modes de vie modernes. Salut, moi c'est Karine, je suis freelance en graphisme et en développement web et j'ai souscrit à WeMind pour une simple raison, c'est l'assistance juridique. Je suis un peu phobique administrative, du coup c'est assez cool de savoir qu'on a des gens sur qui compter, notamment si j'ai un litige avec un client, un litige avec l'URSSAF ou le RSI, je sais que j'ai quelqu'un qui est joignable à tout moment et qui peut m'aider dans ce genre de galère. Donc, lors de mon retour en France, j'avais besoin d'une couverture santé et je cherchais un logement. Je bénéficie de la garantie logement de la communauté et grâce à ça, j'ai pu tout simplement trouver un appart tout de suite. Ce qui est intéressant pour le propriétaire, c'est qu'il est sûr et certain d'avoir ses loyers payés tous les mois. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Inde Idrissi, je suis CEO de WeMind, dont vous venez de voir dans la vidéo en quoi ça consiste. WeMind, ça permet, quand on est indépendant, freelance ou entrepreneur, d'avoir les mêmes avantages que les salariés en termes de santé, de logement, de garantie professionnelle dans son activité et d'avoir accès à un comité d'entreprise. Donc, en fait, pourquoi j'ai créé ça ? Parce qu'en fait, je me souviens très bien quand j'étais étudiante, j'ai fait une école de commerce, le SCP, et on avait plusieurs cours. Donc vous avez le cours de finance, le cours d'audit, le cours tous ces trucs chiants. Et il y avait un seul cours qui était intéressant, qui était le cours entrepreneuriat que j'ai suivi. Et donc du coup, quand j'étais là-dedans, je me disais, moi je veux être entrepreneur. C'était vraiment mon rêve. Et puis, on était dans les années, moi j'ai été diplômée en 2002. Et 2002, c'est juste après 2001, il y a eu une grosse crise en fait. Donc en fait, c'était un peu comme maintenant, c'est-à-dire que tout le monde était en train de monter des startups. Et en 2001-2002, tout s'est arrêté, tout le monde a arrêté de monter des startups et tout le monde est retourné bosser dans des boîtes traditionnelles en tant que salarié. Donc moi, ça ne me faisait pas rêver plus que ça. Mais en fait, il n'y avait plus d'opportunités dans le monde des startups et le coût pour monter une boîte était hyper élevé. Donc en fait, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée bosser dans une boîte et vraiment, je suis allée bosser dans le pire genre de boîte où personne n'a envie d'aller bosser, une compagnie d'assurance. Et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans parce qu'en fait, je me disais, la priorité dans la vie, c'est d'avoir un salaire. C'est genre, quand tu as un salaire, déjà, tu as de l'argent, tu peux commencer à te projeter dans quelque chose. Mais il faut déjà avoir un peu d'argent. Et en plus, pour monter une boîte, il faut avoir une idée et de l'argent. Et moi, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas d'argent. Donc, du coup, ça réglait un peu le sujet. Donc, du coup, je suis allée travailler dans une compagnie d'assurance. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans.
Et donc du coup, j'étais pas malheureuse pendant ces 10 ans à faire de l'assurance. Mais je me suis dit, quand même, au bout d'un moment, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, maintenant, il faut vraiment que tu décides qu'est-ce que tu as envie de faire. Et en fait, du coup, j'étais, en termes d'argent, moins pauvre, et surtout psychologiquement, et je pense que c'est beaucoup la clé de tout ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est le mental. Psychologiquement, j'étais plus quelqu'un qui avait peur de ne pas pouvoir faire ses courses, quoi. J'étais quelqu'un, j'avais déjà travaillé, j'avais du coup un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais enfin, je me disais, de toute façon, maintenant, tu as un peu plus de 30 ans, c'est maintenant ou jamais. Et donc, du coup, j'ai sauté le pas et je me suis dit, maintenant, je vais aller monter mon projet. Et quand je travaillais dans cette compagnie d'assurance qui s'appelle AXA, j'avais mon voisin de bureau qui s'appelait Michael. Et je lui raconte ça. Je lui dis, moi, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Et du coup, ça fait 10 ans que je suis salariée. Ça se passe bien, mais enfin, ça me fait pas non plus, ça me transporte pas non plus. Donc voilà, donc je lui raconte ça tous les jours à l'heure du déjeuner. Et donc un jour, je vais le voir et je lui dis, bon, ça y est, je pars. Et puis je lui dis, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il me dit oui. Donc du coup, hop, on est partis ensemble. Ce qui est en plus une chouette histoire. Alors, je précise qu'il est marié, qu'il a des enfants, donc c'est pas ce que vous pensez. Mais, et donc voilà. Et en fait, on se dit, en sortant du salariat, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important pour nous, c'est de faire quelque chose qui correspond à nos valeurs. C'est quelque chose qu'on se disait tous les jours. Pendant 1 an, après avoir quitté AXA, on se disait, on a envie de faire quelque chose où vraiment on est 100% nous-mêmes, où on ne se pose pas la question de est-ce qu'il y a un patron qui est d'accord, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, oui, mais c'est pas bien, mais le patron a dit quand même, donc il faut le faire, etc. Donc du coup, on dit, le plus important, c'est de faire un truc qui correspond à nos valeurs. Et c'était quoi nos valeurs à ce moment-là? C'était de nous dire, en fait, un être humain, ça a énormément de potentiel, et notamment le potentiel, c'est notamment le potentiel d'être heureux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on rencontrait plein de gens qui étaient en train de se poser les mêmes questions que nous, et dans plein de domaines. C'est-à-dire, les gens qui travaillent dans la restauration, ils ont de plus en plus envie de faire du bio, ils n'ont pas envie de faire des cochonneries. Les gens qui travaillent dans l'agriculture, c'est pareil. Les gens qui travaillent dans, je sais pas moi, le conseil, le coaching, ils ont envie d'aider les gens de meilleure façon. Donc en fait, on voit qu'il y a une aspiration à rendre le monde meilleur. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est qu'on a envie d'aider ces gens-là. Il se trouve que quand vous êtes indépendant et que vous décidez, je ne sais pas moi, d'être vous-même, donc de prendre votre vie en main, en fait, d'une certaine façon, vous êtes un héros dans la société, puisque la société n'est pas faite pour ça. Dans la société, alors je vais dire pas tout à fait les mêmes chiffres que toi, la population active, c'est 90% de salariés, autant dire que quand vous êtes indépendant, statistiquement, vous êtes une minorité. Et donc, les minorités, normalement, elles sont discriminées, opprimées, c'est normal, puisque c'est des minorités. Et donc, du coup, sur le marché du logement, vous êtes mal vu. Quand vous dites aux gens que vous êtes indépendant, on vous dit « Ah bon, vous êtes précaire ». Donc, il y a quand même plein d'a priori, de préjugés, et aussi plein de problèmes techniques. C'est-à-dire que vraiment, quand vous allez louer un appartement, c'est compliqué. Les indépendants sont beaucoup plus mal couverts en termes de santé avec le RSI que les salariés. Donc, du coup, on s'est dit « Mais en fait, nous, au final, le fait qu'on ait fait 10 ans d'assurance chacun, 20 ans en tout, ça a peut-être une utilité. C'est qu'en fait, nous, on a les clés pour aider les gens sur ces sujets-là. Et donc, ce qui nous a motivés, c'était de dire, on va créer un projet où en fait, on fait de l'assurance. Donc la majorité des activités chez WeMind, on fait de l'assurance, mais on le fait à partir des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre de l'assurance, on est là pour aider des indépendants. On est là pour aider des freelances et pour aider des entrepreneurs. Il se trouve que pour les aider, il faut qu'on fasse de l'assurance. Et donc du coup, on a en fait un pourquoi qui est assez fort. C'est-à-dire que les gens qui viennent travailler chez WeMind, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là pour vendre de l'assurance. Ils sont là pour aider des indépendants. Et donc du coup, ça change complètement la façon de travailler et ça permet derrière de construire les choses en sachant exactement pourquoi on les fait. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le fait que j'ai été 10 ans salarié, c'est quelque chose qui m'a été très utile parce que j'ai acquis pendant ces 10 ans une compétence technique que je n'aurais pas acquise autrement. Et du coup, ça m'a permis de mettre ma compétence technique au service des indépendants. Donc c'est un peu ça aujourd'hui la logique de mon parcours, c'est d'avoir été d'abord salariée moi-même pendant très longtemps, de ne pas en avoir été spécialement malheureuse. Et je ne voudrais pas dire, parce qu'ici on va beaucoup se dire ce soir, et si vous êtes venus ce soir, ce n'est pas parce que vous rêvez d'être salarié, soyons honnêtes.
y a beaucoup de gens qui se posent la question de se lancer en indépendant. Et il y a des moments dans la vie où je pense que c'est mieux d'être salarié. Il y a des moments dans la vie où c'est mieux. Moi, je ne regrette pas d'avoir été salarié. Ça m'a aidé à me structurer dans ma vie, ça m'a aidé pour plein de choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit, maintenant, c'est plus pour moi. Et maintenant, j'ai vraiment envie de prendre ma vie en main. Donc, pour moi, il y a des phases dans la vie. Tout n'est pas blanc ou noir. Mais en tout cas, chez WeMind, et du coup dans la logique de mon parcours, ce que je me suis dit, c'est que maintenant, j'ai envie d'aller aider ces gens-là et j'ai envie d'aller les aider à entreprendre et à être indépendants dans des bonnes conditions. Alors souvent, on dit que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. C'est vrai, bien sûr. Dans l'entrepreneuriat, on prend des risques. Vous lancez un business, vous ne savez pas si ça va marcher. Vous investissez de l'argent, ça se trouve, vous allez le perdre. Mais pour autant, l'entrepreneuriat, dans la vie, ça ne doit pas être le casino. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en fait, en France, quand un salarié a un accident grave, mais vraiment un accident très grave, on va lui maintenir ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite, à 100%, et sans discuter. Un indépendant, si jamais il a un accident grave, on va lui dire, écoutez, là, il y a le RSA, puis après, vous aurez le minimum vieillesse, et puis vous vous démerdez avec ça. Donc en fait, un indépendant, la vie, c'est pas le casino, en fait. C'est pas normal que les indépendants soient dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on a créé ça. Et du coup, je me suis tellement investie sur ce sujet finalement du droit des indépendants que j'ai été repérée assez récemment par le gouvernement qui m'a nommée au Conseil national du numérique. Le Conseil national du numérique, c'est une entité qui est indépendante, mais qui conseille le gouvernement sur les sujets liés au numérique et où j'interviens notamment sur la question du droit des indépendants, qui est du coup hyper important pour moi, parce qu'il n'y a pas que WeMind, il y a de manière générale le RSI et toutes ces choses assez joyeuses. Et donc du coup, ça me permet de travailler là-dessus. Donc voilà un petit peu mon histoire. Oui, c'est bon. Alors, merci. Maintenant, ça va être au tour de Johan. Je te laisse prendre la... Hop. Bonjour à tous. Alors, du coup, moi, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. Je vais commencer par raconter un peu ma vie, pour vous expliquer un peu mon parcours et comment je suis arrivé chez Comet et pourquoi je suis arrivé chez Comet. En deuxième lieu, je vais vous raconter un peu l'histoire de Comet. Et finalement, je vais finir par parler du joyau de notre entreprise, qui est du coup cette communauté de freelance. Donc je vais balayer pas mal de sujets, donc n'hésitez pas à me couper s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou autres. Du coup, moi, quand j'étais un peu à votre place en tant qu'étudiant, j'ai été amené à gauche, à droite, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Au début, je voulais être pilote de chasse, ensuite j'ai voulu faire de l'économie, de la médecine. Et finalement, j'étais un peu perdu et en fait, je me suis retrouvé à un moment à bosser en start-up, chez WeThings, je sais pas si certains le connaissent. Et c'est un milieu qui m'a vraiment passionné du fait que cette entreprise en fait aidait les gens. Donc ça c'était une première révélation pour moi. Je bossais pour une entreprise en fait qui aidait les gens à être en meilleure santé. Pendant 3 ans j'ai travaillé là-bas et en fait j'ai fait vraiment le tour. Et je me sentais plutôt enchaîné à quelque chose qui me dérangeait. Et donc je ne sais pas si c'était le salariat qui me dérangeait vraiment ou si c'était d'avoir fait le tour, de ne pas être libre dans ce que je voulais faire, qu'il y avait une hiérarchie, etc. Donc en fait, j'ai proposé à ma boîte de partir en formation. Donc je voulais apprendre à coder pour apprendre à des nouvelles choses et devenir freelance après. Donc en fait, au début, je voulais me faire financer cette formation. Ils n'ont pas voulu. Du coup, j'ai démissionné, je suis parti. Et j'ai fait le wagon, donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Et mon objectif était soit de devenir entrepreneur, soit de devenir freelance, pardon. Et du coup, après le wagon, encore une fois, j'étais un peu dans une quête philosophique. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lancer ma boîte? Est-ce que je vais devenir freelance? Est-ce que je vais rejoindre une boîte? Ça a été 6 mois un peu compliqués. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez intéressant. C'est que quand on était jeune, en fait, on était un peu tous comme ça. On était tous l'esprit très libre, très détaché, sans aucune encre mentale.
Et je me suis posé la question, je me suis dit, c'est qu'est-ce qui fait qu'en fait, quand on grandit, en fait, on devient plutôt comme ça. On n'est pas forcément hyper créatif, on a perdu un peu cet esprit d'enfant en fait. Et du coup, j'ai réfléchi pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'est plus cette petite fille qui est en train de dessiner et qui veut faire plein de trucs. Et du coup, ma réalisation a été, il y a plusieurs choses. On a des chaînes qui ont été créées au fil du temps, de par l'éducation. On a des chaînes qui ont été créées par la société. On a des chaînes qui ont été créées par le travail lui-même, qui font qu'en fait, petit à petit, on se renferme. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, de par le thème de ce mash-up, qui est qu'en fait, de plus en plus de gens se rendent compte en fait que ils veulent redécouvrir un peu cet esprit d'enfant, devenir libre, enlever ses chaînes, et du coup, ça peut être devenir freelance, ça peut être devenir entrepreneur. Il peut y avoir beaucoup de façons de se dire, ok, j'en ai marre, j'ai envie de vivre ma vie comme j'ai envie, travailler sur les projets qui me plaisent, quand je veux, d'où je veux. Voilà, on parle de digital nomade, tout ça, je pense qu'on en reparlera après. Et en fait, ça, pendant 6 mois, j'ai discuté donc avec Charles, qui est le fondateur de Comet, et où en fait, on s'est dit, ok, il y a vraiment une trend qui est en train de se passer. En fait, on se rend compte que le nombre d'employés diminue, le nombre de freelance est en train d'augmenter. Et donc il y a vraiment une envie des nouvelles générations de se libérer du travail et de vivre leur vie comme ils ont envie. Et donc moi, mon but quand j'ai rejoint Comet, c'était justement d'aider à aller en haut de cette courbe et de faire en sorte qu'en fait, on parle de freelance, mais je n'ai même pas envie de parler de freelance ou d'entrepreneur. En fait, j'ai envie de parler de comment créer en fait une nouvelle expérience ou un nouveau lien au travail. Et c'est un peu le but de Comet, en fait, c'est de vraiment réinventer une façon de travailler qui est en fait, on peut ne pas l'appeler freelancing, mais on peut l'appeler, je sais pas, il n'y a pas vraiment de nom, on n'a pas donné de nom encore, mais c'est du coup on bosse avec WeMind d'ailleurs, c'est de se dire comment on peut enlever toute cette partie qui enchaîne les gens au travail et les aider du coup à devenir libres et à bosser sur les projets qui les intéressent. Et donc pour ça, en fait, si je vous fais rapidement un petit pitch de Comet, en fait on a un boom du freelancing, on a un boom des gens qui veulent devenir indépendants, et à côté on a des entreprises qui ne savent pas vraiment bosser avec ces freelances. Et du coup Comet, en fait, le but c'est d'aider ces deux mondes à se rencontrer pour du coup créer une nouvelle expérience de travail. Donc cette nouvelle expérience, elle passe évidemment par trouver des missions, c'est sûr, mais elle passe aussi par créer une communauté, parce que du coup, forcément, quand vous êtes indépendant, vous êtes plutôt isolé. Et ça passe aussi par ce qu'on appelle chez nous un safety net. Et par exemple, on bosse avec WeMind pour donner tout ce côté assurance. Et en fait, plus on va avancer, et plus en fait, on va ajouter des briques et de se dire, ok, demain, on veut que les freelances de la communauté Comet, ils puissent avoir accès à de la formation, à l'éducation, bosser sur des projets qui les intéressent quand ils veulent, où ils veulent, ils appuient sur un bouton, ils mettent pause, ils vont partir voyager, ils appuient sur le bouton, ils recommencent à travailler, et en bossant sur des projets inspirants. Et donc ça m'amène à quelque chose qui peut vous intéresser, parce que beaucoup d'entre vous en fait veulent devenir entrepreneurs, je pense. Et il y a un côté intéressant quand vous créez une entreprise, c'est que souvent on parle beaucoup de communauté et on veut créer une communauté autour de son entreprise, ou de son produit, ou de son association, tout ce que vous voulez. Et la question c'est pourquoi créer une communauté ? Pourquoi nous on a créé une communauté chez Comet ? Aujourd'hui il y a à peu près 4000 freelances qui sont dans la communauté. Alors il y a plusieurs raisons, c'est déjà qu'est-ce que c'est une communauté ? C'est une très bonne question ça. Ça peut aller très loin dans la philosophie, mais en gros une communauté c'est des gens qui partagent des mêmes valeurs. C'est des gens qui se retrouvent souvent dans un même lieu, qui soit aussi virtuel ou physique. Et ce qui est absolument nécessaire quand on prend par exemple un exemple que j'aime bien, c'est l'église protestante au début n'avait pas de temple. Ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'arrivaient pas du coup à faire de l'acquisition entre guillemets. Du coup ils ont créé des temples et là du coup il y a eu un gros boom du protestantisme. Et du coup en fait donc ça c'est la question, pourquoi créer une communauté ? Qu'est-ce qu'une communauté ? Alors pourquoi on a créé une communauté ? La première raison c'est on veut que les freelances aient une voix, les indépendants, qui est hyper importante, et c'est pour ça qu'en fait la communauté c'est pas seulement les freelances, c'est aussi les partenaires, c'est aussi nos clients, et le but c'est d'éduquer et de créer une voix unique
autour du freelancing et autour de ces nouvelles méthodes de travail. La deuxième raison, c'est forcément, quand on est indépendant, on a besoin d'un aspect social. Nous sommes des animaux, l'être humain est un animal social, donc on a absolument besoin de discuter. Et donc de discuter entre nous, d'échanger, de se mentorer, etc. Et évidemment, il y a un aspect business qui est hyper important parce que votre communauté, c'est votre plus grosse arme marketing en gros. Donc ça, on pourra en reparler après. Et du coup, la question c'est, moi, un de mes rôles du coup chez Comet, ça a été de non seulement créer la marque, mais aussi de créer la communauté. Donc la question c'est comment on crée une communauté. Alors c'est pas évident, c'est très compliqué, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Mais déjà c'est rassembler des gens qui partagent vos valeurs. Donc ça c'est hyper important. De créer ce lieu, c'est quelque chose de absolument nécessaire. Donc nous par exemple, le lieu c'est un Slack, donc il y a 3500 freelances qui sont sur le Slack et qui discutent entre eux. Et le deuxième lieu, en fait c'est un peu l'église, c'est chez Comet, où les freelances se retrouvent régulièrement. Et où du coup on crée cet aspect rituel en fait, qui est absolument nécessaire quand on crée une communauté, c'est de créer des rituels où en fait, dans le Slack régulièrement il y a des animations, on fait des événements chez nous et aussi on donne les clés à la communauté de s'auto-alimenter en fait. Et le but c'est que demain en fait, cette communauté elle tourne vraiment toute seule. Donc en gros on a des community hosts donc qui sont des freelances de la communauté qui vont accueillir les nouveaux et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très scalable en fait. La communauté peut faire 100 000, 200 000 personnes, ça grossit en même temps et du coup ça s'auto-alimente. Et le but en fait de cette communauté, c'est au-delà de cet esprit communautaire où on parle entre nous, etc. et on n'est pas seul. C'est aussi de se dire comment en fait les power users de la communauté vont transformer les nouveaux arrivants en nouveaux power users. Donc c'est en gros comment les nouveaux freelances qui viennent de créer leur statut en fait peuvent monter en compétence grâce aux seniors. Et donc ça c'est un peu le but ultime de Comet, de créer un peu ce mentoring au sein de la communauté pour faire en sorte qu'en fait, être freelance ça ne soit plus quelque chose qui fait peur. Parce que on a l'exemple de Jean, de Paul, etc. et qui font que en fait, demain, n'importe qui rejoint la communauté Comet, en quelques mois, peut devenir un freelance aguerri. Donc voilà, c'était un peu mon histoire en accéléré, et l'histoire de Comet aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou après ou pendant la table ronde. Mais voilà, c'est tout pour moi. Merci Johan. Alors soit tu peux t'asseoir, soit tu reviens avec nous. Et on va laisser la parole à Johan. Alors c'est Johan aussi. Ouais, tant qu'à faire, on sera deux. Ouais. Alors bonsoir tout le monde. Quand le Mashup m'a appelé pour me demander d'intervenir ce soir en me disant la question qu'on se pose, c'est de savoir si le salariat fait toujours rêver. Il y a une réponse évidente qui m'est venue, c'est non. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a du monde ce soir. Et pourtant, ça fait pas rêver et il y a quand même un petit souci parce qu'en vrai, ça devrait faire rêver. J'ai été indépendant pendant 10 ans et je peux vous dire que le salariat, c'est sécurité, c'est confort, c'est assurance de tout plein de choses et que l'indépendance, le freelancing, appelez-le comme vous voulez, c'est tout le contraire. C'est l'incertitude, c'est l'insécurité, mais c'est aussi l'excitation. Alors moi j'ai un parcours un peu différent des deux premiers intervenants puisqu'en fait j'ai été indépendant très jeune, à 25 ans. Je me suis fait licencier en fait tout simplement de mon entreprise. Alors je crois que le point commun c'est que je ne savais pas quoi faire pendant mes études. J'ai eu un peu de mal à trouver du boulot, j'en ai trouvé, j'étais très heureux dans mon entreprise et puis un jour on m'a dit désolé, il faut que tu t'en ailles, il n'y a plus d'argent. Donc je suis parti, il y a eu une demi-seconde de panique. Et tout de suite après, une demi-seconde, non mais en fait c'est génial, je vais pouvoir faire autre chose. Je ne savais pas quoi. Et en fait, j'ai pas fait autre chose, j'ai fait la même chose, mais je l'ai fait en freelance. Et il y a 10 ans, aujourd'hui c'est plus le cas, mais il y a 10 ans, quand on se lançait en indépendant jeune, tout le monde autour de moi, et dans la société de façon générale, me prenait pour un fou, ou pour quelqu'un qui avait fait une croix sur sa carrière. Ça veut dire c'est bon, c'est terminé, s'il reste freelance, il ne va jamais rien apprendre, les compétences, on ne peut pas les acquérir seul.
Il n'y a pas de promo, il n'y a pas d'évolution. La carrière, c'est un grand groupe. Et puis en fait, pas du tout. Alors, je suis pas du tout là pour dire que j'ai réussi. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en fait, il y a quelques années, effectivement, boom des indépendants, de plus en plus de gens qui me posaient des questions. Et puis avec mes coworkers, c'est-à-dire d'autres indépendants avec qui on pouvait travailler, on se posait nous aussi plein de questions. Et on a décidé de faire quelque chose en se disant, il y a plein de gens. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens jeunes diplômés. Il y a même des étudiants, des seniors, des gens de tout niveau, et puis des professionnels de métier, ou en tout cas qui exercent des activités qui ne se pratiquaient pas avant en freelance, et puis là ils se disent j'y vais quand même. Donc on s'est dit qu'il se passait quelque chose, et moi j'ai fait le contraire, c'est-à-dire que 10 ans d'indépendance, et puis après on va construire quelque chose. Alors aujourd'hui je ne sais pas si je suis freelance ou pas, parce qu'en fait j'ai plusieurs vies. Alors j'ai une fiche de paye, voilà. J'ai une fiche de paye parce que du coup je suis le fondateur de Soto, qui est une société, donc je suis récent salarié, mais je suis aussi indépendant, parce qu'en fait dans mes autres vies, je continue à travailler en solo. Donc moi c'est Yohan Waki, fondateur de Soto, Soto qui veut dire Solo Together, et qui pose pas mal de questions et pas mal de problèmes, puisqu'en fait chez Soto on est plusieurs et en même temps il n'y a personne. C'est-à-dire que Solo Together, ça veut dire plein de gens à des niveaux d'implication différents et avec la possibilité d'avoir plusieurs vies. L'idée, c'était de se dire, on va arrêter de se définir par un métier ou par une activité en disant moi je suis le président, moi je suis le chef de projet, ou moi je suis je sais pas quoi. Et plutôt que de se définir par je suis, si on se définissait par je fais. Et puis en disant je fais, on peut faire plusieurs choses. On peut être indépendant, on peut faire du conseil, on peut faire du graphisme, on peut faire de la formation, on peut faire plein de choses, tout est possible. Pour l'anecdote, quand j'étais petit, et vraiment je ne savais absolument pas ce que ça allait donner, mais quand j'étais petit, qu'on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais plus grand, alors moi c'était pas du tout pompier ou je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, mais moi je disais que je voulais être comptable le jour et clown la nuit. Bon alors heureusement je suis ni l'un ni l'autre, parce que je pense que ni la comptabilité ni le cirque c'était pour moi, mais il y avait déjà cette idée de pourquoi il faut choisir, pourquoi il faut faire une seule chose, il y a du temps dans la journée. Alors ça a nourri évidemment ce qui est devenu Soto. Alors Soto en fait aujourd'hui c'est une chose où à plusieurs niveaux, le plus petit je suis tout seul, le plus grand on est maintenant 5000 indépendants dans la communauté, et avec cette communauté on construit des outils. On construit des outils avec une phrase qui résume plutôt bien la philosophie, la mission, la promesse, tout ce que vous voulez. Tu vas aimer travailler. L'idée qui se cache derrière tu vas aimer travailler, elle est très claire. En fait, c'est de dire que qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit start-upper, ou manager, ou tous les mots qui finissent en heure, globalement, il y a quand même une envie qui émerge d'un certain malaise. Un malaise parce que je suis assez convaincu que la société a évolué, que les gens ont évolué, qu'on ne vit plus de la même façon qu'il y a quelques années seulement, et que l'entreprise et l'État, si on regarde du côté des indépendants, rament un peu à évoluer. Et que plutôt que d'attendre, les gens se sont lancés, prennent les choses en main avec les risques qui peuvent y être associés, en essayant des choses. Et Soto, avec ce Tu vas aimer travailler, c'est de se dire on va créer des outils qui permettent aux gens d'essayer des choses, d'y arriver peut-être plus facilement. Alors ça passe par des programmes de formation, ça passe par des outils, notamment pour les indépendants, pour pouvoir trouver des missions en entreprise. Ça passe par de l'accompagnement également en entreprise pour travailler ce qu'on appelle maintenant l'expérience collaborateur. Essayer de ne plus opposer salariat indépendant. Évidemment, on fait beaucoup de choses pour les indépendants parce que c'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Et puis quand on est seul, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, Soto c'est ça, c'est plein de gens très sympas qui bossent, qui construisent des outils, qui accompagnent à la fois les indépendants, à la fois les entreprises, avec l'idée de se dire que si on arrive à changer la question de la frontière, des frontières entre la vie privée et la vie pro, et que travailler, c'est plus du lundi matin 9h au vendredi soir, on va être gentil, 18h, dans un endroit fixe, déterminé, réglementé par quelqu'un au-dessus de moi qui m'a fait signer un contrat de travail. Si on prend le pari de se dire que tout ça peut voler en éclats, qu'on peut travailler un peu où on veut, quand on veut, avec un contrat ou un autre, et que ça ne dépendra pas forcément d'un choix drastique et scellé dans le temps. Si on casse un peu toutes ces frontières et qu'on en reconstruit d'autres, il y a peut-être quelque chose de sympa qui peut en être. Et aimer travailler, c'est ça, c'est-à-dire que moi je suis assez convaincu
que vie privée, vie pro, même si les entreprises essayent de segmenter encore, de dissocier bien les deux, là on sent qu'on est sur la fin de ce modèle de non, il n'y a pas de Facebook au travail, et non, tu pars pas avant 18h même si tu as fini. Enfin, on sent qu'on arrive un peu, que ce modèle s'essouffle un peu. À partir du moment où ce modèle tombe et qu'on construit d'autres frontières, j'ai envie de dire, si on passe 7, 8, 9, 10, 12 heures, je ne sais pas, par jour à travailler, si on peut aimer ça, dans le fond comme dans la forme, alors le fond, je laisse cette responsabilité à chacun, et si on peut aimer ça dans la forme, c'est-à-dire dans la façon, dans les outils, dans les gens avec qui je le fais, et dans la direction vers laquelle je me dirige, c'est quand même un peu plus sympa. Alors évidemment, c'est pas évident parce que je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à ce que je vous ai raconté, mais est-ce qu'il est indépendant, est-ce qu'il est salarié, mais en fait il a monté une boîte, en fait on comprend rien. Mais en fait c'est tout ça, et c'est aussi le pari de se dire que c'est pas grave si vous comprenez pas parce que c'est pas la question. Est-ce que j'ai une fiche de paye, est-ce que j'en ai pas? En fait ça change pas grand-chose. Est-ce que je suis indépendant ou est-ce que je ne le suis pas? En fait ça change pas grand-chose. La question c'est plutôt qu'est-ce qu'il fait. Alors voilà, j'ai monté Soto. Et puis on fait ces outils, et puis en même temps je fais aussi du conseil pour plein de gens à côté. Et puis on a tous comme ça 2-3 vies. Alors maintenant il y a un terme à la mode qui s'appelle slasher, c'est des slashers. C'est très intéressant en fait que ce terme sorte et s'affirme parce qu'en fait quand tu as un concept ou une idée ou quelque chose n'a pas de nom, c'est très difficile de lui donner une existence. À partir du moment où c'est un nom et que ce nom commence un peu à tourner, il y a une place, il y a une existence qui peut lui être attribuée. Donc appelez-le comme ça si vous voulez. Ça m'intéresse, pourquoi pas. Et donc voilà, donc Soto, la volonté de déconstruire, de reconstruire et de participer un peu plus globalement à cette révolution du monde du travail. Alors encore une fois, entreprise, indépendant ou autre. Je suis assez convaincu que c'est très compliqué d'être indépendant. Alors je vais tenir un discours qui est peut-être pas celui qui est attendu. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tu vas aimer être freelance ». Et pourtant je suis assez convaincu que c'est assez compliqué. Et qu'en même temps c'est ça aussi qui est excitant. C'est assez compliqué et je ne vais pas vous mentir, même si j'ai travaillé pendant 10 ans dans la publicité, il faut savoir où on va quand on se lance en freelance. Et bien souvent, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les armes ou parce qu'on se dit je vais être tout seul. Alors le paradoxe, c'est que moi, je n'ai jamais été aussi seul que depuis que je suis salarié. Et alors que 10 ans d'indépendance, j'ai jamais été seul. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de prendre sa vie en main. Alors il y a une phrase que j'aime bien prononcer, c'est devenir entrepreneur de sa vie. Et devenir entrepreneur de sa vie, c'est à un moment donné rebattre les cartes entre le privé et le pro et se dire que tout ça c'est le même projet en fait. C'est d'essayer de tomber un peu le côté bipolaire qu'on peut avoir entre le privé et le pro. Alors voilà, j'ai ma carrière et puis j'ai un plan qui va pas marcher parce qu'en fait ça marche jamais comme ça, comme on imagine. Et puis dans ma vie privée, j'ai un plan et puis celui-là non plus, généralement il marche pas exactement comme prévu. Moi j'essaie de faire en sorte qu'on fusionne et qu'on ait un plan avec des choses à faire tous les jours, des objectifs financiers, d'épanouissement, d'enrichissement, ce qu'on veut. Et puis que ça permette de construire un chemin qui est celui qui vous convient, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse avoir tous le même et que ce soit de toute façon intéressant. Voilà, j'ai fait le tour. Alors de la même façon que Johan, numéro 1, l'a fait, si vous avez des questions, vous pouvez y aller maintenant, tout à l'heure, ou encore après. Merci. Donc si vous avez des questions, levez la main et on passera dans le public avec un micro. Donc s'il y en a qui veulent démarrer avec la première question, soyez pas timides. Très bien. Bonsoir. Johan, numéro 2, quel genre d'outils avez-vous créé pour être un peu plus concret? Alors plein d'outils différents. On a créé un programme de formation qui accompagne les indépendants qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés. Un programme qui ne touche pas aux activités métiers, enfin aux compétences métiers, mais un programme business. Et je dis business et je vais dire encore pire, je vais dire entrepreneurial. Je dis encore pire parce que pour beaucoup, les freelances ne sont pas des entrepreneurs. Moi, je pense que les freelances qui réussissent sont des entrepreneurs en quelque sorte et non pas une forme de salariat moderne. Donc ça c'est un outil. On a aussi créé un outil qui s'appelle Acme, qui est un outil de mise en relation freelance-entreprise avec la volonté d'essayer de réinventer un peu le modèle aussi, c'est-à-dire que nous ne prenons pas de commission sur les deals qu'on propose. Voilà, ces deux outils. Puis il y a des jeux de cartes, il y a un bouquin, il y a des événements, il y a aussi une communauté également sur Slack qui permet aux indépendants d'avancer ensemble. J'ai une
question pour vous, du coup. Combien d'entre vous veulent devenir soit entrepreneur, soit freelance dans la salle? Ah ouais, c'est pas mal, ok. Et certains peuvent dire pour quelle raison? Je ne sais pas si certains sont prêts à... Si, là-bas. Ouais. Bonjour. Je vais répondre à votre question, mais j'aurais aussi du coup une question derrière. J'ai envie de devenir entrepreneur ou freelance, ou peu importe le terme qu'on utilisera, pour ne plus avoir à subir un supérieur un peu pédant qui va penser ou avoir l'impression qu'en mettant une pression particulière ou en étant particulièrement sur notre dos, on va être plus compétent, ce qui pour moi est complètement l'inverse d'inciter les gens à être compétents, ou en tout cas d'avoir du plaisir dans ce qu'ils font. J'ai le cas à l'heure actuelle, donc c'est plutôt très réel en fait comme discours. Et ma question à l'inverse, ça va être de me dire, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, mais en revanche, je n'ai absolument pas compris ce que vous faisiez en particulier, tous, hein. Peut-être moins le Johan de numéro 2 maintenant parce qu'on a eu l'explication, mais vous autres, j'ai compris que vous étiez là pour nous accompagner, accompagner et aider et avoir une présence, vraiment un soutien au sens littéral du terme, mais qu'est-ce que vous faites en fait Voilà, concrètement quoi. Okay, bon, je vais commencer du coup. Du coup, Comet aujourd'hui, concrètement, en fait, c'est une plateforme de mise en relation de freelance, donc dans la tech et la data, donc de mise en relation instantanée. Donc c'est pas une marketplace comme Malt ou Upwork, etc. Donc c'est-à-dire que le freelance va venir, il va dire ok, moi j'ai envie de bosser avec des startups, j'ai envie de bosser sur tel et tel techno, en remote ou pas, etc. Et du coup, les entreprises vont venir dire je cherche un freelance. Sur tel techno, etc., etc. Et du coup, on va matcher le freelance avec cette entreprise, donc de façon custom. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, plus on va avancer, et plus on va développer des nouveaux services pour les freelances. Donc là, on bosse avec des partenaires. Donc demain, on va rajouter des briques pour justement rendre ce boulot de freelance. En fait, idéalement, on voudrait que la personne ne se soucie que d'une seule chose, c'est travailler sur son projet et rien d'autre. Donc aujourd'hui, on est sur le bas de la pyramide de Maslow, et on lui donne des missions. Et petit à petit, on va rajouter des briques. Et du côté entreprise, en fait, on aide les entreprises qui ne savent pas aujourd'hui bosser avec des freelances à bosser avec 1, 10, 20, 100 freelances demain. Parce qu'aujourd'hui, ils bossent avec des sociétés de services, des boîtes de conseil, etc. Et c'est des boîtes qui fonctionnaient bien dans les années 90, mais qui aujourd'hui sont quand même assez dépassées. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez Comet. Donc, du coup, juste avant que je me présente, il y a eu une vidéo. Et donc, du coup, ça, c'est ce que je fais. C'était les trucs qu'il y avait dans la vidéo. Donc, protection sociale, professionnelle, logement, comité d'entreprise. Et moi, je suis présidente d'une société, qui est WeMind, avec aussi, évidemment, après, une communauté d'indépendants qui ont rejoint WeMind. Et il y a une équipe de 10 personnes qui travaillent à temps plein sur WeMind parce que il faut faire les services, etc. Et donc moi, je suis dirigeante, donc je suis entrepreneur, si tu veux. Et du coup, je suis dirigeante de ce truc-là. Et j'avais une petite remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que quand on est salarié, on a un patron sur le dos, et quand on est indépendant, du coup, on n'en a plus. Et en fait, c'est un des trucs que j'avais entendu quand je prenais des cours d'entrepreneuriat, où en fait, on t'explique que quand tu es indépendant, t'as pas un patron, c'est vrai, t'en as plusieurs. Parce qu'en fait, déjà, le client, c'est ton patron, d'une certaine façon, parce que c'est quand même lui qui décide s'il te paye ou pas, s'il reprend ou pas, s'il revient ou pas. Et même quand tu rentres chez toi, moi, je me souviens, quand tu bosses dans une compagnie d'assurance et que tu rentres chez toi le soir, personne ne te demande ce que tu as fait dans ta journée. Tu as fait de l'assurance, c'est évident. Alors que quand tu es entrepreneur et que tu es en train de monter ta boîte, tous les soirs, tu rentres et on te demande ce que tu as foutu de ta journée. Parce que vu que tu es entrepreneur et qu'on ne sait pas ce que tu fais, c'est pas non plus très rassurant pour l'entourage. Donc du coup, tu dois te justifier en permanence et donc du coup, tu découvres d'autres patrons et du coup, le seul truc, c'est que ces patrons-là, tu apprends à les gérer toi-même. Et donc du coup, tu changes. C'est plus les mêmes patrons et du coup, tu les gères différemment. Et donc, c'est un énorme progrès dans la vie d'avoir à gérer ces patrons-là plus facilement après. Je réagis juste 2 secondes sur ce que Aline va dire. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas des patrons, c'est des clients. Et ça change absolument tout, en fait. Ça change absolument tout. Alors déjà, au niveau de la loi, c'est effectivement pas eux qui te disent ce que tu fais, puisque c'est la seule différence entre un salarié et un indépendant, c'est qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et gérer un client,
même si c'est le même que ton patron d'avant, c'est absolument pas la même relation que tu entretiens avec lui. Et lui non plus, ce ne sera pas la même relation qu'il aura avec toi. Et ça change beaucoup de choses, à la fois en termes de responsabilité, mais aussi dans la façon de prendre les éléments qui sont donnés par l'autre dans la communication au quotidien. Donc je pense qu'il y a une vraie différence. Je ne dis pas que c'est forcément plus simple, mais c'est très différent. Du coup, je vais répondre, puis après j'arrête là, mais je suis et d'accord et pas d'accord. Effectivement, on a affaire à une nouvelle personne, à une nouvelle hiérarchie, mais c'est sur un point de vue complètement différent. Je ne me positionne pas en tant que salarié ou subalterne à devoir obéir aux ordres d'une X personne, puisque là, quand on a un patron au-dessus de nos têtes, c'est quand même littéralement obéir à ses ordres, puisqu'on a le droit à la remarque de « on ne te paye pas pour rien » ou « on ne te paye pas pour te tourner les pouces » ou X choses, en fait, X phrases que j'ai pu entendre au cours de ma petite carrière. Quand on a un client face à nous, on répond à un besoin ou à une requête qu'il a eue auprès de nous. On y répond parce qu'on lui a expliqué par A plus B qu'on a la possibilité de le faire ou qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Et c'est ça la différence, je pense, aujourd'hui, à être à mon compte ou à ne pas l'être. Donc effectivement, j'aurai affaire à X personnes, peut-être des gens avec des requêtes particulières, des requêtes auxquelles je ne pourrais pas forcément répondre parce que je n'ai pas toutes les compétences aujourd'hui ou même que je n'aurai pas dans le futur. Mais je me placerai d'une façon complètement différente de celle à laquelle j'ai affaire aujourd'hui. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai envie d'être à mon compte à un moment ou à un autre. Et puis tu as la possibilité de ne pas répondre, en fait, de décider de ne pas y aller. C'est dire simplement que je ne veux pas, quoi, ou je ne suis pas capable. Un poil plus compliqué quand Exactement, on est salarié. c'est toi qui choisis. Ouais. C'est toi qui choisis. Tout à fait. On se retrouve du coup sur la vie finale, quoi. Merci. Tu avais posé une question avant qu'on débatte sur le lien de subordination. C'était quoi déjà le fond de la question? Oui. Comment? Ah oui. Il y en a qui veulent répondre à ça? Pourquoi se lancer en freelance? Pourquoi entreprendre? Si on voit un peu plus large, pour ne pas rester sur le thème du freelance. Vous êtes timide ce soir. Bon, et si on reste du coup sur le lien de subordination, est-ce qu'on peut parler des différentes formes de management dans les entreprises, les évolutions qu'on a vues et les formes qu'on voit maintenant? Est-ce que vous voulez en parler sur qui se lance là-dessus? Ouais, moi, je peux parler de mon expérience chez Comet, en fait, où du coup, moi, je suis salarié, donc je suis manager. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on a une vision du management qui est, comme dans beaucoup de startups aujourd'hui, qui n'est pas du coup top-down, mais qui est plutôt bottom-up, où en gros, chaque membre de l'équipe va travailler sur ses propres objectifs, va définir ses projets, et évidemment, ces projets doivent être alignés avec les objectifs de la boîte. Mais moi, je ne vais pas aller voir mes équipes et leur dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je vais plutôt leur dire bon, tu dois aller là, fais un peu comme tu veux pour y aller et on jugera si tu as réussi à y aller, quoi. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes. Il y a des boîtes à l'extrême, par exemple Alan, où en fait il n'y a même plus de hiérarchie. Donc Alan, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est du coup une assurance aussi. Qui n'est pas du coup sur les indépendants particulièrement, mais qui, eux, ont une hiérarchie complètement flat. Et il n'y a pas de manager, managé. Il y a des leads qui ont plus d'expérience, mais chacun bosse sur les projets qu'il veut. Donc moi, je pense que de bosser comme ça, c'est un peu une forme de freelancing en interne dans ta boîte, parce que du coup, tu choisis les projets sur lesquels tu bosses, tu vas choisir des projets qui correspondent à tes compétences, et bosser dans cette boîte, en fait, tu n'as pas vraiment ces chaînes dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent te faire passer du coup indépendant. Donc si vous arrivez à trouver une boîte comme ça, en fait, je pense que vous vous sentirez beaucoup plus libre, entre guillemets, que être parfois freelance. Donc c'est un peu ma vision. Ouais, d'ailleurs, moi je rêve d'une société où le travail, où dans le sujet du travail, on arrive à dissocier complètement la forme d'exercice, le type de contrat, de la fonction, et qu'on puisse réellement collaborer en mode projet, et que finalement qu'on ait décidé pour une raison ou une autre de signer un contrat de travail ou un contrat de prestation de service, ça n'ait aucun lien avec la relation qu'on a, le projet, le temps que je vais y rester, et que si je rejoins une entreprise pour, on va dire, 2 mois pour les accompagner avec mes compétences sur un projet, que finalement je décide de signer un contrat de travail ou qu'ils me donnent une facture à la fin, que ce ne soit pas lié
au contenu de la mission, mais à des paramètres autres, peut-être financiers, peut-être pratiques pour l'un ou pour l'autre, mais que ce soit complètement déconnecté. Et effectivement, dans les modes de management complètement horizontaux, on retrouve un peu cette logique. Alors, ça se fait que entre salariés de cette entreprise, mais il y a aussi des entreprises qui travaillent très bien avec les indépendants et qui arrivent à réellement intégrer les indépendants dans leurs équipes de travail. Parce que quand on travaille régulièrement avec la même entreprise, on connaît les process, on connaît les équipes, on sait comment ça se passe. Et qu'on soit là pendant un mois, puis pas là pendant 3 mois, ou qu'on soit là ponctuellement à des réunions, finalement, ça ressemble un peu à ça. Et j'espère qu'on va vers ce genre d'organisation. Ouais. Alors, moi, j'ai été vachement inspirée par un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations, qui a été écrit par Frédéric Laloux. Donc, Frédéric Laloux, c'est un ancien consultant McKinsey qui a décidé de documenter ce qu'on appelle les entreprises libérées, c'est-à-dire les entreprises où, effectivement, comme tu dis, il n'y a plus du tout de management. Et en fait, c'est assez intéressant l'analyse qu'il fait sur les entreprises, c'est-à-dire qu'il dit il y a différents modèles d'organisation. Le modèle d'organisation qui est le plus fréquent à notre époque, c'est l'entreprise dans laquelle on donne des grands objectifs. Il y a des patrons qui décident de ce qu'on va faire, et puis les employés ont quand même un peu de liberté sur comment à peu près tu les mets en place. Mais il y a quand même un patron qui décide, et puis il y a un type qui exécute en dessous. Et puis il explique que pour sortir de ce truc, parce qu'en fait c'est quand même assez frustrant pour les gens, pour sortir de ce truc-là, il y a un autre type d'organisation qui est chacun fait ce qu'il veut, et à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on se met tous autour de la table et on décide ensemble. Et du coup, ce type d'organisation-là, il dit c'est bien parce que ça permet, les gens se sentent mieux dans ces organisations-là, mais pas longtemps, parce que dans ces organisations-là, les gens sont là pour des valeurs, etc. Mais le problème, c'est quand vous mettez 10, 15, 20 personnes et que chacun donne son avis, on ne prend jamais de décision au final. Et donc, du coup, il dit c'est un peu le dilemme dans lequel on est. C'est-à-dire, soit on a des entreprises où il y a un mec qui décide, un qui exécute, et c'est assez efficace. Les gens sont un peu frustrés, mais c'est un peu efficace. Soit on est dans un système où chacun fait un peu... Enfin, on est dans une mode de décision complètement collégiale, mais du coup, on a un peu de mal à avancer parce qu'on n'arrive pas à mettre les gens d'accord. Et au bout d'un moment, on se dit, mais il faudrait qu'il y en ait un qui décide pour qu'on exécute quelque chose au final. Et donc, il explique que un peu le futur que lui il voit, c'est ce qu'il appelle les organisations opales, c'est-à-dire des organisations qui sont basées d'abord sur une raison d'être. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on produit, pour quel monde on veut, et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, moi, c'est ce qui m'inspire au final le plus, parce qu'à partir du moment où chacun sait pourquoi il est là, et c'est un peu ce que tu disais pour Comet, et toi aussi en termes de projet de société, à partir du moment où on sait tous pourquoi on est là, en fait, on sait dans quelle direction on va, et ça ne veut pas dire, quand on arrive dans un endroit, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'on veut. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a quand même des gens qui sont plus compétents que vous, donc qui peuvent vous aider. Et donc, du coup, quand tu arrives dans ce genre d'organisation, au début, tu commences à apprendre, mais on est dans une organisation qui est complètement bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, et les gens qui sont un peu plus seniors, qui ont un peu plus de compétences, leur job, c'est juste d'aider les autres à devenir autant que ce qu'ils font, autant que ce qu'ils sont, pour aller vers l'objectif qui est la raison d'être. Donc, je pense que chez Comet, vous avez ça, et chez Soto aussi. Il y a un peu cette espèce de ce qui nous rassemble, je pense, c'est vraiment de dire comment on peut aider chacun à s'épanouir. Et du coup, on est tous un peu des entreprises de service au final, autour de cette raison d'être-là. Et ça, en fait, c'est assez fort. Et c'est vrai que nous, dans notre recrutement, d'ailleurs, on n'a jamais vraiment fait de recrutement parce qu'en fait, on a des gens qui postulent pour venir travailler chez nous de façon tout à fait spontanée, juste parce qu'ils ont appris qu'on existait et qu'ils trouvent que ce qu'on fait, c'est cool. Donc c'est à la fois ce type d'organisation, pour moi, à la fois en termes de fonctionnement, c'est vraiment agréable, et en plus, c'est inspirant pour y aller, en fait. Et vous pensez que c'est lié au secteur d'activité de vos entreprises, c'est lié à la taille de vos structures ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Je crois qu'on a de la chance parce qu'on est en train de créer un marché et qu'on est un peu tous d'accord dans nos façons de faire, à peu de choses près, et que c'est plus facile parce qu'il y a 2 ans, il n'y avait rien qui existait pour les freelances, vraiment pas grand-chose. Et qu'en 2 ans, il y a beaucoup de sociétés qui sont lancées et que c'est a priori même état d'esprit, même génération, et on tient à peu près tous le même discours. On travaille avec des entreprises chez Soto qui sont beaucoup plus grosses, dans des marchés beaucoup plus
historiquement ancré dans des façons de faire, et évidemment que c'est plus compliqué. Je pense aussi que beaucoup, c'est une question de génération, et qu'en fait, même si beaucoup seront d'accord avec le modèle que tu décris, il y a, au-delà du fait d'être d'accord, des difficultés quand on a exercé un certain type de management pendant 10, 20, 40, 50 ans avant, de tout d'un coup se dire, bah moi j'étais patron, je décide depuis 30 ans, ma boîte elle a grossi parce que je décide, et tout d'un coup on me dit que celui qui vient d'arriver, il va décider tout autant que moi. Donc il y a un gros travail culturel en fait au sens large, qui peut se faire de plein de moyens, enfin de plein de façons, et que le temps aidera aussi à avancer vers quelque chose de différent évidemment. Oui, j'avais une question. Il y a des très grosses communautés de freelance qui se sont montées là, il y a 2-3 ans. Je pense aux livreurs à vélo et aux chauffeurs de VTC, qui sont pour moi les communautés les plus importantes aujourd'hui de freelance. Est-ce que c'est des modèles qui vous inspirent, donc Uber, Deliveroo, pour la construction de la communauté, parce qu'on a parlé 2 fois de communauté. Alors, c'est un vrai débat. Je pense que peut-être Yoann, tu auras un truc à dire là-dessus. Sur les chauffeurs VTC, les livreurs Deliveroo, on n'est pas sur des gens qui... on est sur quelque chose où c'est vraiment toujours en débat. D'ailleurs, la Cour de cassation vient de rendre un rapport où ils disent que justement les livreurs sont plutôt des salariés, enfin devraient plutôt être des salariés, parce qu'en fait, ils ne décident pas de beaucoup de choses. Quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes indépendant, ben, l'intérêt, c'est que c'est vous qui choisissez la mission, vous décidez comment vous la faites, vous décidez du prix, voilà, vous dites, voilà, vous avez un certain nombre de choses qui sont à votre main. Alors que quand vous faites de la livraison ou les chauffeurs VTC, vous n'êtes pas. En fait, c'est du travail indépendant qui pose un peu plus problème dans la mesure où il ressemble beaucoup à du salariat, sauf que il est beaucoup plus intéressant pour les entreprises parce que il y a beaucoup moins de charges sociales sur les indépendants et beaucoup moins de couverture sociale. Et donc du coup, c'est plus intéressant d'avoir recours à des indépendants qu'à des salariés pour faire ça. Donc en fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que le freelancing que nous on décrit, parce que on est dans une situation où en fait on est en réalité, il y a beaucoup de subordination dans ce travail-là, parce qu'on choisit pas beaucoup de choses. Et donc du coup, ça... La question qui vraiment se pose là-dedans, c'est comment la personne elle définit sa rémunération, comment elle peut derrière passer d'un métier à un autre. Par exemple, si vous suivez un petit peu Uber, c'est une société dont la raison d'être, on va dire, le projet, est de permettre de déplacer n'importe quelle personne d'un point A à un point B le plus efficacement possible et pour le moins cher possible. Leur objectif n'est pas d'avoir des chauffeurs. Le jour où ils pourront le faire sans chauffeur, l'objectif est de le faire sans chauffeur. Et pour donner un petit peu, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse l'avocat du salariat à un moment donné, donc je me lance. Pourquoi le salariat a été créé ? Le salariat a été créé il n'y a pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, on avait des gens qu'on allait faire travailler dans des usines qui n'étaient absolument pas salariés. Donc ils allaient travailler dans les usines, et puis le jour où ils étaient malades, on leur disait « Ah, t'es malade, bon, ben, on ne te paye plus, rentre chez toi ». Et puis un jour, l'usine, elle avait moins de clients, donc du coup, on disait « Bon, bah toi, on n'a plus besoin de toi, tu dégages ». Et donc à un moment donné, les travailleurs se sont organisés en disant « Attendez, vous avez besoin de nous tous les jours pour venir travailler, on n'est pas à votre disposition comme ça. Donc si vous avez besoin de nous tous les jours, eh ben, on veut avoir des droits. Donc quand on est malade, vous nous payez quand même. On veut partir 2 semaines en vacances par an, parce que les premiers congés, c'est 2 fois par an. C'est-à-dire qu'en fait, le salariat, c'est des gens qui reconnaissent que techniquement, ils sont en situation de subordination et qui négocient les conditions. Et donc ils négocient la rémunération, ils négocient leurs droits, ils négocient un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, les chauffeurs VTC et les coursiers à vélo, ils sont dans une situation qui n'est pas du tout celle des freelances, qui est celle de je crée une offre, je la développe, je vais facturer, je vais montrer en quoi je suis différent des autres. Quand vous faites de la livraison à vélo, vous ne pouvez pas expliquer en quoi vous êtes différent de l'autre type qui fait la livraison à vélo, parce qu'en fait, c'est tout à fait pareil. Donc en fait, les problématiques autour de ce type de travail qui est commoditisé, donc vraiment standardisé, c'est des problématiques qui sont assez différentes pour moi du freelancing tel qu'on le décrit avec Comet, avec Soto et avec WeMind. Mais pour autant, la question que tu poses, elle est hyper juste. C'est quoi l'avenir de ce truc-là ? Et donc c'est un vrai sujet.
Qui a posé la question, juste que je vois? Ok, je situe. Moi, je vais répondre très simplement, ce ne sont pas des freelances. Alors, je ne sais pas ce que ça engage de dire ça, mais pour moi, ce ne sont pas des freelances. Pour toutes les raisons que vient d'écrire Inde, évidemment, mais aussi parce que c'est une forme, peut-être qu'on pourrait qualifier d'intérim moderne, ou de entre salariat, indépendance, ou ce genre de choses, mais ça n'a absolument rien à voir avec de l'entrepreneuriat, seul ou à plusieurs, mais en l'occurrence seul. Rien à voir. Donc pour moi, c'est rien à voir avec du freelancing, mais en même temps, la question est très légitime. Et pour la raccrocher à la question de la communauté, je ne sais pas comment ça se passe au niveau communautaire chez Uber ou chez Deliveroo, mais j'ai un peu de mal aussi à voir comment ils pourraient s'entraider, qu'est-ce que cette communauté pourrait apporter à chacun d'entre eux, contrairement aux communautés que nous, on essaye de construire, qui pour le coup apportent réellement quelque chose à chacun. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Bonsoir. Alors, en fait, j'ai juste une petite réflexion. Donc, vous parlez des coursiers Deliveroo et comment ils s'organisent. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas abordée ce soir, c'est les coopératives. Et en fait, les livreurs à vélo, en ce moment, ils se rassemblent beaucoup en coopérative parce que, justement, il y a des dérives sur le statut d'entrepreneur ou de freelance. Et en fait, je trouve que c'est dommage de ne pas aborder le sujet de la coopérative parce que, bon, peut-être vous ne le faites pas parce que c'est un peu vos concurrents, entre guillemets, mais au niveau plus local. Mais en fait, par rapport à WeMind, par exemple, une coopérative, l'entrepreneur va cotiser, mais ça ne va pas être une prestation de service. En fait, l'entrepreneur devient coopérateur, et dans ces cas-là, il gagne aussi un droit de vote au bout d'un certain temps dans lequel il est dans la coopérative. Et donc, en fait, c'est pas nouveau, ces communautés-là. Les coopératives, ça fait des années que ça existe, et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière là-dessus, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... là, par exemple, pour Deliveroo, c'est comme ça qu'il fonctionne maintenant. Et puis, c'est aussi les avantages que vous avez donnés tout à l'heure, surtout avec WeMind, la sécurité sociale, ces choses-là. Donc, en fait, on a les avantages de l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle les coopératives d'activité d'emploi. Et dans ces cas-là, on a le statut entrepreneur salarié, ça s'appelle. Et donc ça permet d'avoir cette certaine autonomie, et en même temps, ça permet aussi d'avoir toute la sécurité de salariat derrière. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez, mais... Ouais. Alors moi, je connais très bien le modèle des coopératives. Tu es dans une coopérative toi-même? Pas du tout. En tant qu'entrepreneur, d'accord. En fait, moi, c'est un modèle que je connais très très bien. Je connais notamment à Paris, la plus connue à Paris, c'est Copanam, mais il y en a d'autres en France. Je connais également les dirigeants de Smart en Belgique, où pour le coup, c'est encore plus développé qu'en France. Je pense que les coopératives, le modèle que tu décris, c'est un modèle qui existe, et c'est un modèle qui permet, donc en payant des cotisations sociales plus élevées en tant qu'indépendante, de bénéficier du modèle de la coopérative, c'est-à-dire que chacun met son chiffre d'affaires, et derrière, la personne reçoit une fiche de paye. Donc voilà, donc ce modèle, pourquoi j'en parle pas? Parce que c'est pas ce que je fais. Voilà, c'est un modèle que je connais très bien, mais c'est pas ce que je fais. Donc si je faisais ça, j'en parlerais. Ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est pas un modèle qui est facile à mettre en place. Je trouve que c'est un modèle qui est assez complexe, assez coûteux aussi. Et donc du coup, on a, nous, des membres en commun avec des coopératives. En plus, c'est des gens avec qui, quand vous travaillez avec des coopératives, c'est toujours des gens qui ont des valeurs, en fait, donc plutôt des gens agréables à fréquenter. Donc nous, on s'entend très très bien avec ce mouvement-là des coopératives. Après, leur développement, il est assez lent, parce que parce que c'est assez complexe finalement. Donc je dirais que c'est pas pourquoi on n'en parle pas. Je dirais c'est aux coopératives en fait de faire en sorte qu'on en parle plus, mais elles le font pas forcément parce que justement le modèle est complexe. Et donc une des choses dont je discute avec les coopératives, c'est que des fois ils reçoivent des gens qui sont intéressés par la coopérative, et en fait ils se rendent compte que ça va pas le faire, et donc du coup ils les renvoient chez nous par exemple. Parce que en fait, c'est un modèle qui est assez complexe. Donc, c'est pas qu'on n'en parle pas ou qu'on le connaît pas. C'est que le modèle existe, mais qu'il est quand même
coûteux et complexe, et donc du coup il ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des livreurs effectivement qui se constituent en coopérative. Je pense que c'est un business model assez complexe à faire fonctionner, donc j'espère pour eux qu'ils vont y arriver évidemment, parce que moi je suis hyper favorable à ça. Mais après, il y a aujourd'hui... je sais pas, on est dans un monde où les gens choisissent en fait. C'est les gens qui choisissent. Donc si les gens préfèrent aller dans une coopérative, les coopératives vont exploser. Si les gens préfèrent aller chez WeMind, c'est WeMind qui explose. Enfin, en fait, c'est les gens qui choisissent. C'est pas nous au final. Hein. Nous, on propose un système qui est d'ailleurs pas si éloigné que ça des coopératives. Et après, c'est les gens qui choisissent. Merci. Je comprends bien ce que vous me dites. Après, il faut savoir que quand même, il y a des gros réseaux de coopératives en France, Coopérer pour entreprendre, notamment au Pays de la Loire et sur Nantes, c'est quand même très dynamique. On a l'ouvre-boîte 44, il y a vraiment pas mal de choses qui se font. Et c'est juste pour les gens qui veulent se lancer là bientôt, l'avoir en tête en fait, parce que c'est aussi... dans ces cas-là, on n'est pas dans de la prestation de service, donc on ne va pas vous payer et attendre un service derrière. On est vraiment dans... on s'implique et ça veut dire que par la suite, en fait, c'est nous qui gérons la coopérative et on fait entendre encore plus notre voix que quand c'est une prestation de service, en fait. C'est vraiment les coopérateurs qui décident collectivement parce que... Oui, je suis d'accord globalement, mais ça ressemble un peu plus à un kibbutz, ce que tu racontes là. Il y a quand même de la prestation de service à un moment, parce qu'il faut quand même aller chercher du business et vendre une presta à un client. En fait, c'est de l'accompagnement, mais c'est pas de la prestation de service. Il n'y a pas de lien de... Oui, je comprends bien, mais pour répondre, effectivement, on n'en a pas parlé. Comment ? C'est pas eux qui trouvent les clients, c'est toi qui amènes. Oui, c'est toi qui dois aller chercher tes clients. Mais effectivement, on n'en a pas parlé. Et en fait, les coopératives, c'est pas nouveau, ça existe toujours et c'est très bien. En fait, ce qu'on fait là, c'est pas nouveau non plus. Je le dis très simplement. Il y a toujours eu des intermédiaires qui mettaient en relation les prestataires avec les clients. Il y a toujours eu des compagnies d'assurance pour les travailleurs non salariés. Il y a toujours eu tout ça. Ce qui est nouveau, c'est deux choses en fait. C'est le nombre d'indépendants qui fait que ce paramètre qui varie permet de créer des choses nouvelles, d'où l'apparition de WeMind, de Comet, de Soto et d'autres entreprises. Les coopératives existaient déjà. Alors, est-ce qu'elles vont se réinventer, est-ce qu'elles vont se moderniser, est-ce qu'elles vont proposer des nouvelles choses avec la variation de ce paramètre, c'est-à-dire de plus en plus indépendants? Ça, je ne sais pas. C'est possible, tout à fait. Voilà. La deuxième chose aussi qui est nouvelle, et le statut, la question de statut, c'est super important, c'est le statut de micro-entrepreneur. Alors, nouveau, c'est relatif, hein, ça fait quand même quelques années, depuis 2009, je crois. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois, je crois, dans l'histoire, je ne sais pas jusqu'où remonter, mais dans l'histoire, on va dire, qu'on peut définir, que les gens sont définis dans la société par leur statut. Quand vous dites que vous êtes freelance, ça arrive très souvent qu'on dit « Ah oui, en fait, tu es auto-entrepreneur ». Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je suis chef d'entreprise » et qu'on lui dise « Ah oui, tu es président d'une SARL ou d'une SAS ou je ne sais pas quoi ». Ça n'a jamais existé. Et là, ça montre bien la confusion entre la question du statut et le job, quel que soit ce job, entre la question des communautés, des salariés, des coopératives, des indépendants, des freelances. C'est un peu le bordel. Et si les coopératives veulent venir prendre part au débat à un moment, qu'elles soient les bienvenues, parce que c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup de façon générale sur le sujet. Enfin, ton message a été entendu. Hein. Moi, je suis très pour les coopératives. Bon, on a fait la casquette du freelance, on a fait un peu la casquette du salarié. On peut revenir un peu là-dessus, parce que je pense que dans la salle, il y a pas mal de gens qui sont salariés. Ça tombe bien. Bonsoir. Ici. Je vais me faire l'avocat du diable de ce soir, à savoir le salariat. Sans parler du fait qu'effectivement, il y a des types de management aujourd'hui qui permettent d'avoir un salariat qui se rapproche finalement vachement du modèle dont on parle. Je vais vous poser une question. Dans les boîtes dans lesquelles vous êtes tous les trois, ou que vous avez créé, combien y a-t-il de freelance parmi les effectifs? Moi, je peux répondre du coup. Nous, on est 50 salariés à peu près. Et on bosse avec je dirais entre 10 et 20, ça dépend des charges de travail en freelance. C'est intéressant comme question parce que si tu prends, il y a une boîte, Upwork, je pense que vous les connaissez un peu tous sûrement. Je crois qu'ils sont 500 dans les effectifs et ils bossent avec 1000 freelances. Donc ils utilisent vraiment leur propre service pour monter leur boîte, en fait, pour créer leur boîte et pour la faire fonctionner. Aujourd'hui, en fait, nous, Comet, le but c'est que demain, là on est en pleine création, ça fait 2 ans, donc on a besoin d'un noyau très dur.
Et l'idée, c'est que demain, en fait, on soit à peu près moitié-moitié freelance et employé. Et potentiellement, peut-être de se dire, en fait, dans 5 ans, tout tourne super bien et on est tous en fait freelance. Et un peu comme Soto, vous êtes déjà freelance. C'est déjà le cas. En fait, depuis le début, c'était la volonté. Il y a alors 0 salarié hormis moi, mais c'est qu'une question de forme juridique. Tous les autres sont freelance. Et absolument tout le monde. Quid de la sécurité, d'une certaine capitalisation de la connaissance dans votre entreprise? Parce que être freelance, c'est bien, c'est une capacité qui va être applicable à pas mal d'entreprises. Cependant, quand vous avez quelqu'un qui a géré, je sais pas, le développement de votre site web, qui a parlé avec vous, qui a créé finalement toute cette relation et qui du jour au lendemain va décider d'aller sur un autre projet, ce que je comprends très bien, comment vous vous débrouillez avec ça? Y a-t-il des transferts de compétences? On sait que dans tous les domaines, le transfert de compétences, c'est un gros sujet et que ça ne se transfère pas comme on laisse un package simple. Ouais, c'est une super question. C'est un énorme frein en fait pour les entreprises à bosser avec des freelances aujourd'hui parce que justement, ils savent pas, déjà ils savent pas les onboarder. Ils savent pas comment onboarder aujourd'hui un développeur. C'est souvent 1 mois, 2 mois, voire plus des fois selon les projets. Donc ça déjà ils savent pas le faire, mais il y a des solutions pour le faire. Aujourd'hui il y a des nouveaux outils qui permettent d'accélérer tout ça, de partage de connaissances justement, d'avoir des wikis en interne, de la documentation hyper poussée, etc. Et ils savent pas non plus garder la connaissance et ça leur fait peur. Ils se disent non mais moi si le mec il a bossé sur un projet pendant 3 mois, il va partir et en fait il va peut-être laisser des bugs, il va pas documenter son truc. Donc il y a une vraie peur. Par contre c'est une peur qui est un peu je pense artificielle, qui n'a pas lieu d'exister parce qu'en fait c'est tu peux dire exactement la même chose dans l'employé. En fait, moi, je suis chez Comet. Si demain je me fais renverser par un bus, si j'ai rien laissé derrière moi, toute la connaissance va être perdue. C'est un peu le rôle du coup de la culture de la boîte de se dire chez nous la connaissance c'est quelque chose d'important et on veut la garder, la conserver. Donc on met en place des outils, etc., etc. Et si demain on a un freelance qui vient bosser chez nous en market ou en tech, etc. Il va falloir qu'il documente, qu'il dise ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, etc. Donc c'est un demi-problème, c'est un vrai problème parce que du coup c'est un vrai frein aux entreprises. Mais je pense que c'est plus de l'éducation. Et du coup nous, chez Comet, on essaye de vraiment éduquer les clients à leur dire ok vous avez peur de ça, mais en fait non, le freelance c'est plus un atout parce qu'il va venir apporter des nouvelles connaissances, des connaissances que vous n'avez pas. C'est un peu des abeilles qui vont d'un endroit à l'autre et qui apportent des nouveaux process. Et par contre faites en sorte en interne de mettre en place vos process pour garder cette connaissance. Donc c'est plus un problème d'organisation de l'entreprise que du freelancing lui-même en fait. Ok, merci. Ouais. Je suis dans exactement le même milieu, c'est de ça dont je parlais, l'onboarding et la sortie de certains consultants en développement, etc. C'est le milieu dans lequel j'évolue aujourd'hui. C'est une façon de penser de l'entreprise, mais c'est aussi une façon de penser des personnes, des freelances, des développeurs. Aujourd'hui, cette connaissance, c'est ce qui fait notre rareté, c'est ce qui fait la rareté sur le marché. Et tant que tout le monde ne se sera pas mis à transmettre cette information, à documenter son code, à créer ses pages de wiki, ça avancera pas particulièrement, je pense. Mais merci en tout cas. Alors, merci à toi. Oui, juste dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, nous, c'est ce qu'on fait aussi. En fait, on documente. Au début, on le faisait pas parce qu'on était vraiment au tout début. Et en fait, on documente systématiquement tout ce qu'on fait pour que n'importe quelle mission en fait puisse être prise en charge par quelqu'un très rapidement. Et en fait, je voudrais dire aussi que dans ma philosophie des gens qui viennent travailler chez WeMind, le but n'est pas que les gens viennent travailler chez WeMind. C'est que en fait, moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'à un moment donné, et je me mets dans le lot, à un moment donné, pour moi, ça a un intérêt de travailler chez WeMind. C'est-à-dire que travailler chez WeMind, en fait, ça m'enrichit. Et donc du coup c'est pour ça que je viens là. Et donc du coup les gens qui viennent travailler chez WeMind, c'est parce qu'à un moment donné ils considèrent que dans leur vie professionnelle ils ont envie de passer du temps à faire ça parce qu'ils vont acquérir des compétences. Et donc quand les gens qui viennent travailler chez WeMind, l'objectif n'est pas qu'ils travaillent chez WeMind, l'objectif étant qu'ils aient un développement personnel et professionnel. Donc l'objectif c'est que eux grandissent. Et puis une fois qu'ils ont grandi, le but c'est surtout qu'ils aillent ailleurs et qu'ils aillent faire autre chose. Donc je recrute pas des gens pour être sûr qu'ils seront esclaves de ma boîte pendant 40 ans et ils auront toutes les connaissances et ils seront super efficaces, etc. C'est pas dans ce sens-là. En fait, les gens qui viennent, ils viennent pour eux-mêmes parce que pour eux c'est intéressant de faire ça. Et puis un jour, ça sera peut-être plus intéressant et plus utile pour eux de faire autre chose. Et ce que je leur souhaite, c'est qu'ils aillent faire autre chose. Et donc du coup, j'essaie vraiment que chez WeMind, tout le monde ait une vision aussi de ce qui se passe à l'extérieur de WeMind
c'est intéressant pour moi qu'ils aillent ailleurs, faire autre chose. Peut-être qu'un jour ils reviendront et peut-être qu'ils reviendront jamais, mais c'est pas grave parce que en fait on a vraiment cette philosophie qu'on est au service des gens, donc au service des indépendants en l'occurrence, mais on est aussi au service de notre propre team et les gens dans la team, on est aussi à leur service pour que en fait ils soient heureux dans leur vie et éventuellement qu'ils aillent faire autre chose. Je me lève. Bonsoir à tous. Merci pour vos interventions. Alors moi c'est Maria, je travaille à l'Université de Nantes. Je travaille pour un cursus qui s'appelle Disrupt Campus Nantes, qui est un cursus dédié aux étudiants en fin d'études, donc M2 particulièrement, et aux entreprises qui souhaitent envoyer des collaborateurs afin de travailler sur des projets d'innovation et de transformation numérique. Donc c'est très innovant comme cursus. D'ailleurs, on a des étudiants dans la salle qui vont pitcher tout à l'heure. Voilà, ma question en fait, c'est justement qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants en fin d'études? Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer immédiatement après les études ou c'est mieux d'attendre un petit peu, de travailler, de découvrir plein de choses avant de se lancer? Merci. Je pense que c'est ni une bonne ni une mauvaise idée, que le bon conseil c'est peut-être de dire que si vous avez envie, il faut y aller parce qu'aujourd'hui c'est possible. Alors possible, ça ne veut pas dire que c'est du 100% sûr, mais un jeune diplômé il y a 10, 15, 20 ans, se lancer c'était assez suicidaire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus OK, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, il y a des entreprises qui comprennent, et en tout cas, acquérir des compétences en étant indépendant, même très jeune, c'est possible aujourd'hui. Donc moi je pense que le meilleur conseil, c'est pas y aller ou pas y aller, c'est oser faire ce qu'on veut, c'est-à-dire si vous avez envie d'y aller, essayer en tout cas, c'est pas grave de se prendre un mur, ça allait moins à 23 ans qu'à 40 peut-être même. Ouais, non, moi je suis assez aligné, il n'y a pas vraiment de oui ou de non. Je pense que ce qui est important de se dire, c'est quel est ton worst case scénario personnel. Moi par exemple à l'époque, je me suis dit, worst case scénario c'est quoi? C'est je me plante et si j'ai plus de thunes, je vais bosser peut-être au McDo, je vais pas me retrouver à la rue. Donc j'ai pas vraiment de risque réel. Par contre, si tu dis ok, je vais faire un prêt de 200 000 balles pour lancer ma boîte, je sors d'études, là il y a un vrai risque. Donc là c'est deux situations différentes. Donc c'est vraiment de se dire quelle est ta situation personnelle aujourd'hui, jusqu'où tu es prêt à tomber pour que ce ne soit pas un risque pour toi. Et après tu te lances ou tu te lances pas par rapport à ça. Enfin moi j'ai pas de... Non, en fait je vais changer ma réponse, je crois. J'aime beaucoup ta réponse, hein. C'est pas du tout parce que t'as dit comme moi, mais en fait il faut y aller. Il faut y aller parce que je crois que vraiment on est dans une époque, je sais pas combien de temps ça durera, où c'est possible et il faut en profiter tant que ça l'est. Alors ça le sera peut-être encore plus, c'est peut-être plus du tout, j'en sais rien, mais dans ce cas là il faut y aller. On a la chance aussi, je disais tout à l'heure, je faisais l'opposition avec le je suis, je fais, et quand on est jeune on est souvent complexé de ne pas être le chef, le boss, le directeur de clientèle, le médecin, l'avocat, je sais pas, parce qu'on débute, on est souvent l'assistant du ou le slash junior, enfin virgule junior, et réfléchir en faisant je fais, c'est la meilleure des expériences en fait de vie, faire les choses, que ce soit du graphisme, du voyage, du conseil, enfin j'en sais rien, et quitte à après du coup peut-être voir un peu plus tard ce qu'on a envie d'être ou la direction qu'on a envie de donner. Voilà. Et puis on a la chance aussi de vivre dans une époque où l'entrepreneur, alors indépendant un peu moins, mais l'entrepreneur c'est un peu le nouveau médecin, le nouvel avocat, c'est les figures quoi, c'est eux qui font la une des magazines, c'est eux qui font rêver tout le monde. Donc c'est vivre aussi avec son époque de suivre les rêves de la société du moment, quoi. Justement, en termes d'activité, est-ce que vous avez une typologie des activités qui sont exercées par vos freelances ou vos communautés? Moi c'est assez simple parce qu'on est sur une verticale qui est assez claire, c'est sur du développement et de la data, donc c'est tech et data. Donc la typologie, je peux aller plus loin dans la granularité, c'est en gros dans notre communauté on a à peu près, on doit avoir 10% d'étudiants donc en fait qui s'inscrivent et ils veulent se lancer dans le freelancing un peu à temps partiel. On a à peu près je pense 20% qui sont encore salariés. Donc qui font pareil, qui ont peut-être
peur de se lancer comme ça directement, donc ils allient un peu leur activité de freelance avec leur activité de salarié pour potentiellement demain aller full freelance. Et le reste, voilà, qui sont des freelances un peu plus aguerris, qui ont été salariés pour beaucoup avant et qui sont lancés après avoir acquis plus d'expérience. Donc voilà, c'est un peu la typologie de la communauté Comet aujourd'hui, et je pense qui est assez représentative de la communauté tech en France, qui est, je pense, la plus grosse communauté de freelance en France, si je ne me trompe pas. Enfin, si on prend de freelance au sens... quand je parle, enfin moi je prends toujours... Sans les livreurs à vélo du coup. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bah, parce que moi je mets toujours en parallèle la gig economy, donc avec les Deliveroo, Uber, etc. et la talent economy où c'est plus les développeurs, les marketeurs, etc., les consultants, et tout ça. Ouais, nous, alors on a effectivement un peu comme vous, c'est-à-dire les développeurs, tech data, etc. Et on a également deux autres types de métiers qui sont les métiers de la création. Donc le graphisme, direction artistique, ce genre de choses, donc tout ce qui est création. Et on a également tous les métiers du conseil, donc du consulting. Ça va du conseil en management, conseil en finance, conseil en organisation d'entreprise. On a aussi de plus en plus des métiers qui se développent, qui sont le coaching. Et les métiers du bien-être, que ce soit en entreprise ou que ce soit à titre personnel. Donc voilà, c'est à peu près tous ces métiers-là qui vont venir apporter une valeur qui est, comme tu disais, talent economy, qui vont venir apporter une valeur hyper individualisée à leurs clients. Chez Soto, de la même manière, il y a beaucoup de gens de la communication, alors conseil ou créa. Il y a pas mal de gens de la tech, du data, ce genre de choses. Et puis après, il y a peut-être un troisième tiers de tout le reste. Et dans ce tout le reste, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des métiers qui existaient pas, qu'on faisait pas en freelance avant. Et du coup, on voit bien qu'à chaque fois quelqu'un essaye, enfin peut-être pas à chaque fois, mais souvent quand les gens essayent et qu'ils ont vraiment envie, ils arrivent à construire cette activité et que c'est devenu possible. Et vraiment être chef de projet freelance, alors dans je ne sais pas quoi, ça se faisait pas il y a quelques années. On était soit un expert, soit un consultant, soit un technicien, mais on n'était pas le chef de projet, alors c'est qu'un exemple. Mais du coup, il y a beaucoup de gens de la com, du dev, de façon générale, je crois, dans le marché, chez les freelances, chez tout le monde, parce qu'historiquement, les créas, les communicants ont toujours été beaucoup en freelance. Et les devs, c'est peut-être lié à la personnalité, ou je sais pas. Mais du coup, j'ai envie de dire, tout est possible aussi. Enfin, on le voit vraiment au quotidien. Il y a vraiment tous les métiers qui deviennent, dans lesquels on peut devenir indépendant, quoi. Ouais, moi je veux rebondir, en fait, je lisais justement un article de Andrew Chen qui est assez connu, et il parlait justement des différentes marketplaces, et où il disait en fait l'essor de ces marketplaces très tech va mener à l'émergence de nouveaux métiers qui n'étaient pas en freelance avant, mais qui vont pouvoir le devenir grâce à toutes ces plateformes qui permettent déjà de qualifier, par exemple. Si demain tu dois bosser avec, je sais pas moi, un architecte qui est pour ta boîte, qui est en freelance, s'il est déjà qualifié par la plateforme, du coup ça crée plus de confiance, et du coup même des métiers qui sont régulés, il va y avoir de plus en plus de métiers qui sont régulés aujourd'hui, donc je sais pas si on prend les notaires ou des trucs comme ça qui pourront, qui sont déjà des indépendants en soi, mais c'est pas un bon exemple du tout. Bon bref, j'ai parcouru l'article, mais voilà, c'était pour dire que voilà, la tech va mener à l'émergence de nouveaux métiers de plus en plus. Et demain, Comet, nous par exemple, on pense à aller sur l'ingénierie dans la globalité, donc aéronautique, télécom, ferroviaire, etc., qui demain seront potentiellement des métiers qui pourront être pratiqués en tant qu'indépendants, quoi. On arrive à la fin de la table ronde. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Pas de revendication sur les coopératives ? Non. Non ? Si, une dernière question ? On va arriver. Alors, je voulais vous remercier parce qu'en fait, je suis salariée et je suis à un moment où j'en ai un peu marre de ce que je fais et je cherche du sens. Et effectivement, je suis au moment de réfléchir dans la communication, dans la publicité. Et en fait, en parallèle, j'ai plein de vies aussi, comme vous, Johan, où je fais du coaching, je donne des cours en école de commerce. Donc je fais déjà pas mal de choses.
Et justement, cette vie de salarié et notamment la pression des clients qui ne veulent plus vous payer. Donc ils sont super contents de vos services, mais ils ne veulent pas vous payer. Donc ça, j'en peux plus. Et je voulais vous remercier parce que c'est vrai que à cette période, alors moi j'ai 30 ans, 25-30 ans d'expérience, donc je fais partie des vieux, donc j'ai beaucoup à risquer aussi parce que j'ai une famille, des enfants qui vont arriver dans des études que je vais devoir financer. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier parce qu'en fait je pense que c'est très rassurant, comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est qu'on est au moment où c'est possible, où il y a beaucoup plus d'éléments de réassurance pour devenir entrepreneur. Et donc voilà, j'en suis au début de ma réflexion et tout ça m'aide. Merci. Bravo. Tu t'appelles comment ? Patricia. Eh ben, on peut applaudir. Merci. Mais bravo à toi. Bonsoir. Il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé et je pense qu'il intéresse tout le monde, c'est celui de la rémunération. Merci pour la poser à la fin, cette question. Exactement. Voilà, donc ma question, c'est entre être salarié ou être freelance, en termes de rémunération, qu'est-ce qui est le plus avantageux ? Moi j'ai une réponse, je sais pas ce qui est le plus avantageux, je sais juste que quand tu es salarié c'est plafonné, c'est ce qui est écrit sur ton contrat, quand tu es indépendant ça ne l'est pas. Voilà, alors si tu te débrouilles bien c'est hyper avantageux, si tu te débrouilles moins bien c'est un peu plus casse-gueule. Mais la seule différence est là, c'est le champ des possibles immédiat presque. Ouais, en fait je pense que la rémunération c'est... Justement, on faisait un sondage assez récemment et la rémunération, en fait, pour les freelances, ne rentre pas forcément en jeu dans leur choix du freelancing. Parce qu'en fait, comme tu dis, tu peux être un très bon freelance et être facturé, tu peux te facturer 1 500 € la journée, si tu es dans la data, par exemple. Donc, si tu prends ton équivalent en salarié, si tu prends en compte les charges et tout ça, en fait, tu seras payé quasiment au même niveau qu'un très bon data scientist qui bosse pour Airbnb ou autre. Donc la différence, elle n'est pas énorme en termes de rémunération. Après, je n'ai pas fait des études poussées dans ça. Mais en tout cas, de ce que j'ai discuté avec les freelances, ça n'a jamais été le facteur premier du choix. Donc je pense qu'ils ont fait beaucoup ont fait le calcul et que du coup, ce n'était pas forcément un avantage gigantesque en tant que salarié ou versus freelance. En tout cas, quand on est jeune, on a la possibilité de gagner au moins autant que ce que les entreprises proposent généralement aux juniors, en travaillant peut-être même moins. C'est évidemment pas un cas général, mais les salaires des juniors en entreprise, je parle de façon générale, c'est généralement pas très élevé. Et un junior qui se débrouille bien en indépendant, donc un débutant qui se débrouille bien en indépendant, il peut normalement réussir à atteindre l'équivalent salaire du marché, et souvent en travaillant moins ou différemment. Est-ce que tu donnes... Pardon ? Ah oui, bien sûr. Ah, il n'a pas demandé comment gagner de l'argent. On peut répondre, c'est une autre question. On a un programme de formation qui répond à cette question, qui est très bien. Est-ce que tu donnes un taux journalier où il ne faudrait pas descendre en dessous, parce que c'est un truc que tu expliques un peu dans ton livre, je pense que c'est quand même important ça. Le conseil que je donnerais, c'est de pas compter sur ce qui est écrit sur Internet, ce qui est diffusé dans les livres blancs, dans les PDF, dans les études annuelles, pour une raison très simple, c'est que de façon très transparente, les chiffres on les a pas, ils n'existent pas, ils ne sont pas comptabilisés. Si aujourd'hui un acteur du freelancing vous dit il y a tant de freelances par jour qui se lancent, c'est la première page de mon livre. Si un acteur vous dit les freelances à Paris gagnent 300 € ou en France gagnent 500 € par jour, c'est pas vrai. Pour une raison très simple, c'est que ni au niveau de l'État, ni au niveau de nous individuels, on a les moyens de faire ces calculs. L'État, l'INSEE plus précisément, considère aujourd'hui comme indépendants les auto-entrepreneurs, artisans, professions libérales, les EURL, les entreprises individuelles. Mais si vous êtes en SARL et vous êtes seul, donc concrètement vous êtes freelance, vous n'êtes pas compté dans les chiffres. Et par contre, si vous êtes fleuriste et que vous êtes en micro-entreprise, vous êtes compté comme un indépendant. Donc ces chiffres sont faux. De la même façon que les études annuelles qui sortent, généralement diffusées par des acteurs du freelancing, jouent un peu sur les mots, ou en tout cas pour faire comprendre que c'est un peu comme ça pour tout le monde. En fait, c'est comme ça pour les gens qu'ils ont interrogés et qui représentent qu'une minorité d'un échantillon qui sont chez eux.
Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que généralement, ce qu'on voit, c'est que les débutants, les débutants en freelance, quel que soit leur âge, se sous-facturent généralement par peur, par manque de légitimité perçue et par rapport aux chiffres qu'on trouve sur Internet. Il y a des calculs à faire, évident. Soit vous apprenez à les faire, soit vous passez 2 ans ou 3 ans à comprendre pourquoi vous ne gagnez pas assez d'argent. Et ouais, je vais prendre des chiffres un peu à l'arrache, mais on entend souvent, moi j'en rencontre souvent des gens qui disent moi je me facture 200 € au jour ou 300 € au jour, et puis donc je fais comme ci, comme ça. Et quand on montre les calculs qu'il faut faire, ah bah oui, je comprends pourquoi il y a un problème en fait, et pourquoi ça ne marche pas. Donc voilà, le seul, on peut pas rentrer dans le détail là, mais le seul warning, c'est attention à ce que vous lisez très clairement, parce que moi je vous le dis, et je pense que vous ne pouvez pas me contredire, mais ces chiffres n'existent pas. On ne les a pas et personne aujourd'hui ne peut les avoir. Alors ils existeraient peut-être un jour, mais là c'est pas possible en fait. Voilà, puis moi je vais compléter ta réponse parce que je pense que c'est quelque chose que toi tu peux pas dire, mais moi je peux le dire. C'est que en fait ce que fait Johan, c'est des bootcamps pour freelance où en fait on travaille avec d'autres freelance pour savoir notamment apprendre à facturer, faire les calculs, ce que tu dis. En plus, une formation, je crois que tu peux faire financer quand tu peux faire financer. Ça, j'ai pas le droit de le dire, mais elle a le droit. Voilà, mais en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon investissement de faire cette formation-là, parce que comme moi, j'ai fait une formation à l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, il ne faut pas se dire que le freelancing, c'est juste la liberté totale et genre, on va faire n'importe quoi. En fait, non, malgré tout, il y a des techniques, il y a des gens qui font ça depuis plus longtemps que vous. Johan, c'est un expert de ça parce qu'il est lui-même freelance, il a monté sa méthode, il a écrit un livre là-dessus qui est aussi intéressant. Et c'est que du coup, pour moi, c'est vraiment se rendre service à soi-même que d'investir sur cette méthodologie pour essayer de comprendre ce que c'est. Donc il y a construire son réseau, trouver des clients, le maintenir, fidéliser ses clients, etc. Et donc tout ce qu'il fait dans cette formation et qu'il a écrit dans son livre, en fait ça vous est vraiment utile à vous, c'est vraiment utile pour vous de connaître tout ça. Et on ne peut pas expliquer tout ce qu'il y a dans son livre sur une conférence d'1 heure, c'est pas possible. Donc en fait, ce genre de formation, alors ça peut être Soto, ça peut être autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est vraiment un bon investissement pour un freelance de faire ça. Je vais pas revenir, je trouve ça très bien évidemment ce que Aline vient de dire, merci. Mais non, mais en fait pour répondre à plusieurs questions, en fait, pour synthétiser, comment on réussit, comment on gagne, est-ce qu'on gagne mieux en indépendant, en freelance ou quoi, ou en salarié. Moi je pense que, et c'est ma vision, je sais pas si ça sera partagé par tout le monde, mais je pense que c'est pas les meilleurs qui réussissent en fait. C'est pas le meilleur graphiste, c'est pas le meilleur consultant, c'est pas le meilleur ingénieur, comme c'est pas le meilleur jus d'orange que vous buvez chez Carrefour, comme c'est pas les meilleurs produits, c'est ceux qui se débrouillent le mieux en business. Et il y a tellement d'indépendants qui se lancent de plus en plus et que ça va continuer, que ce principe va grossir, enfin va s'accentuer. Et que vous pouvez être très très bon, je vais prendre l'exemple du graphisme parce que ça parle, si vous ne savez pas faire des affaires, vous n'aurez pas de clients, vous négocierez mal, vous n'y arriverez pas. Et vous allez vous faire dépasser par quelqu'un qui est moins bon que vous dans le métier, mais qui sait se vendre, qui sait trouver les clients, qui sait comment se vendre. Et elle est là la clé en fait, de combien je gagne, mieux en salarié ou pas. Mais comme les gens qui sont très bons en business, généralement font de la très bonne politique en entreprise et des belles carrières aussi, c'est un peu le même principe. Mais la clé, c'est celle-là, quoi. Et puis de la même façon, pour s'assurer, il faut avoir pour comprendre le besoin en assurance, c'est-à-dire qu'il faut avoir idée du risque, de son évaluation et de sa protection, et se diriger vers les bons acteurs. Enfin, voilà, c'est tout ça, je pense, qui répond aux 2-3 dernières questions, quoi. En tout cas, ma réponse. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous restez disponible pendant le cocktail pour répondre au reste des questions. Sinon, les livres sont disponibles sur Internet. Enfin, voilà. Et pour faire la transition, alors on va voir Hélène, qui ce soir a fait de la facilitation graphique. Alors je vais t'amener un micro. Alors c'était long, il y avait plein d'idées, je vais essayer de résumer ça rapidement et de manière concentrée. On est parti des aspirations de base qui émergent de plus en plus sur le besoin de liberté, d'autonomie, de sens, tout ça lié à une forte résonance sur les valeurs dans le monde du travail. On a parlé du fait de sauter le pas de l'entrepreneuriat, que ce n'était pas forcément une fin en soi, mais que ça pouvait être
ça pouvait avoir du sens à un certain moment dans sa vie, et que être entrepreneur, c'est pas forcément être entrepreneur qu'au travail, mais c'est peut-être justement une vision de la vie. Se libérer du travail, c'est aussi pouvoir rompre les chaînes de l'éducation, de la société, et un peu de beaucoup de choses qui sont ancrées et qu'on s'interdit et qu'on intègre avec des barrières mentales. Et que tout ça, ça peut faire peur à cause de la précarité et l'insécurité qui est inhérent au statut d'indépendant. Et que face à ça, il y a plusieurs solutions qui ont été présentées pour donner la voix aux indépendants via des outils, des communautés et des accès aux droits qui seraient les mêmes que ceux des salariés. Et donc, c'est poser la question de est-ce que être indépendant, c'est plus avoir de patron, ou est-ce que c'est avoir des patrons, encore plus. La question du lien de subordination, de comment passer de ce lien de subordination à une relation client, en quoi les deux sont différents et comment vous les avez tous vus. On a parlé d'un changement culturel, peut-être d'une question de génération, et un peu de cette génération de slashers à confirmer. Et en tout cas, un peu une aspiration de dissocier la fonction de ce que je fais et qui je suis, et de se projeter sur des organisations qui sont basées sur une raison d'être et un fonctionnement par projet, tout en sachant que les entreprises ont encore des grosses réticences par rapport à la capitalisation de la connaissance, et ont un peu du mal parfois pour tout ce qui est onboarding. Et donc, je suis désolée, j'ai pas mis les coopératives. Je vais essayer de remédier à ça, parce qu'il y a une justice qui doit être établie. Mais en tout cas, on a parlé d'uberisation, et au final, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que vraiment un freelance, un indépendant, et comment on le définit. Et donc, je vais finir par ça. C'est est-ce que les Uber et les Deliveroo et compagnie sont des freelances de l'intérim ?